L'obésité, ce ne sont pas des gens qui sont gourmands et sédentaires. Personne n'est à l'abri dans sa vie d'avoir un jour un problème de poids. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, ravi de recevoir aujourd'hui le docteur Laurence Plumet. Comment ça va ? Ça va très bien. Quand je suis en face de vous, Philippe, ça va toujours très bien. Ça y est, vous êtes mon rayon de soleil, médecin nutritionniste, praticien hospitalier à l'hôpital Antoine Béclair, où vous recevez des personnes en situation d'obésité que vous prenez en charge d'un point de vue médical. Vous êtes spécialiste du gras et vous êtes autrice d'un livre qui fait référence, Laurence, qui s'appelle Le monde merveilleux du gras aux éditions Erol. Je rappelle que vous êtes fondatrice de EPM Nutrition, école de nutrition et de napsothérapie, que vous avez créée autour de cette approche, la napsothérapie, avec une approche tridimensionnelle qui allie nutrition, activité physique et sommeil pour faire perdre du poids aux gens. Comme chaque année, le 4 mars a lieu la journée mondiale contre l'obésité. L'obésité est une réalité, une maladie complexe et multifactorielle. Il y a encore énormément d'idées reçues sur l'obésité d'ailleurs. Mais l'obésité concerne aujourd'hui la quasi-totalité de la planète et un Français sur 5 serait concerné. C'est combien d'obèses en France ? 6 millions. 6 millions d'obèses en France. Et ça ne fait que s'aggraver. Voilà. Comment on fait la différence entre surpoids et obésité ? Alors, en fait, on fait appel à ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est une formule mathématique, qui est le rapport du poids en kilos sur la taille en mètres carrés. Donc, par exemple, je pèse, 95 kilos, je mesure 1m66, je divise 95 par 1,66 fois 1,66 et j'ai un chiffre. Si ce chiffre est supérieur à 30, je suis dans la catégorie de l'obésité. Si ce chiffre est supérieur à 40, je suis même dans la catégorie de l'obésité morbide. Et si ce chiffre est compris entre 25 et 30, je suis en surpoids modéré. Et si ce chiffre est compris entre 18,5 et 25, je suis bien. L'idéal, c'est d'être à peu près à 22, quoi. Enfin, je dis l'idéal. Chacun a un corps différent, hein. Bon, voilà. Il y a des gens qui sont en surpoids modéré et qui sont en très bonne santé et qui sont très bien aussi, hein. Donc, il ne faut pas non plus uniquement se cantonner à cet IMC. Oui, il y a aussi qui est un peu remis en cause. Oui, bien sûr, parce qu'on peut avoir beaucoup de muscles, peser très lourd et avoir un IMC élevé. Ceci dit, je pense que quelqu'un fait la différence entre le fait d'être très musclé et très adipeux. Hein. Honnêtement, ça saute un peu aux yeux quand même. Mais étant donné que l'obésité est définie quand même comme étant un excès de masse grasse, surtout au niveau du ventre, eh bien, on a l'habitude aussi de raisonner en tour de taille. Voilà. Donc, quand il est supérieur à 88 cm chez madame ou à 104 chez monsieur, on va parler d'un tour de taille quand même qui est un peu trop important. L'obésité, c'est pas seulement une question de poids sur la balance. Hein. Mais non, bien sûr que non. Non. En fait, l'obésité, comme je le disais, c'est un excès de masse grasse qui non seulement, malheureusement pour lui, se voit, voilà, donc ça touche à l'apparence, mais ensuite, à l'intérieur de soi, ça provoque des tas de choses, parce que cette mauvaise graisse profonde qui entoure les viscères, elle abîme la santé. Très vite, elle déclenche de l'inflammation qui va diminuer la sensibilité à l'insuline et favoriser l'apparition du diabète. Très vite, on va voir le taux de cholestérol qui commence à monter, la tension qui monte également, des troubles du sommeil comme l'apnée du sommeil, le foie qui devient gras. Enfin bon, bref, il y a tout un cortège de complications qui vont arriver au fil du temps avec l'obésité. Disons que moi, quand je vois des gens jeunes qui souffrent d'obésité, ils n'ont pas encore de complications parce qu'ils sont jeunes. Mais quand je vois des personnes qui ont 40 ou 50 ans, qui ont déjà 20 ans d'obésité derrière elles, ça c'est sûr que très souvent, il y a une ou plusieurs des complications que je viens de dire. Et là, ça devient vraiment urgent de s'attaquer au problème parce que qu'est-ce qui nous attend au bout du compte, hein, avec ces personnes obèses, c'est qu'un jour elles fassent un infarctus ou un AVC parce qu'elles ne se sont pas donné les moyens de perdre cet excédent de masse grasse qui finalement les intoxique. La masse grasse, elle est utile. Ça, je l'ai toujours dit. C'est un organe.
Le gras, c'est un organe qui est utile, c'est 25% du poids du corps. C'est un organe qui est volumineux, qui sert de réserve énergétique, qui fabrique des hormones sexuelles, plein de rôles différents. Mais c'est quand il est en excès qu'il devient dangereux. Voilà, et en excès d'autant plus important, évidemment. Donc, c'est pour ça que je dis que le surpoids modéré n'est pas forcément dangereux. Moi, j'ai des patientes qui ont 10-15 kilos de trop, mais qui sont en parfaite santé, qui font attention à ce qu'elles mangent. Mais qui ne sont pas obèses. Non, elles ne sont pas obèses. Oui. Elles sont en surpoids modéré, c'est-à-dire qu'elles ont un IMC compris entre 25 et 30, et elles ont quoi ? Allez, entre 5 et 10-12 kilos de trop, voilà. Alors, ce sont des femmes qui ne sont pas forcément très bien dans leur corps, encore que certaines sont parfaitement épanouies, parce qu'on peut avoir des rondeurs et se sentir très bien avec ces rondeurs. Mais moi, ce qui m'intéresse en qualité de médecin, c'est la santé. Et je vois bien à leur bilan sanguin qu'il est très bon. Pourquoi ? Parce qu'elles font attention à ce qu'elles mangent. Parce qu'elles font du sport. Je suis parfois étonnée de voir combien les femmes en surpoids sont souvent très souples et elles font du sport. Et elles dorment bien. Elles font tout très bien. Et voilà, ça c'est ce qui est le plus important plutôt qu'un chiffre sur la balance. Par contre, quand une femme ou un homme rentre en obésité, là ça devient une maladie. Et je sais qu'un jour ou l'autre... C'est une maladie. Oui, et voilà. Et un jour ou l'autre, je sais il ou elle aura un problème de santé. Quelle est la spécificité, s'il y en a une, Laurence Plumet, du tissu adipeux des personnes en situation d'obésité ? Ce tissu adipeux, plus il est développé, plus au fil du temps, il devient inflammatoire. Ça, on le voit bien quand on fait des biopsies de tissu adipeux, surtout le tissu adipeux profond, celui qui entoure les viscères, plus que le tissu adipeux de la petite bedaine, qui finalement est un gras superficiel. J'appelle ça les ventres mous et les ventres durs. La femme est plutôt ventre mou et l'homme est plutôt ventre dur. C'est de la graisse profonde. On s'aperçoit que quand on fait des biopsies de ces tissus adipeux qui sont très inflammatoires, c'est rempli de cellules, de macrophages, etc. Et alors non seulement le tissu est fibreux et inflammatoire, mais en plus de ça, cette inflammation, elle diffuse autour de lui. Et c'est ça qui rend les autres organes malades. 67% des Français pensent que l'obésité est une question de volonté. Voilà. Ça, sont typiquement des préjugés complètement archaïques, parce que en fait, l'obésité, ce ne sont pas des gens qui sont gourmands et sédentaires. Je suis désolée, personne n'est à l'abri dans sa vie d'avoir un jour un problème de poids. Personne. Pourquoi ? Parce que la vie est longue et qu'il peut arriver des événements qui vont faire que vous allez prendre du poids à un moment donné. D'abord, ça commence à la naissance. On ne choisit pas ses gènes. Et si on écope à la naissance de gènes d'un père obèse ou d'une mère obèse, ou peut-être même des deux, eh bien, on a soi-même des gènes de l'obésité. On a parfaitement identifié des mutations, il en existe une 40aine, qui touchent la capacité à stocker beaucoup plus facilement, la difficulté à libérer les calories, enfin à faire fondre son gras. Et au niveau des centres de la faim du cerveau, eh bien, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à ressentir le rassasiement, la satiété, qui ont faim, qui n'arrivent pas à s'arrêter. Et dans ces conditions, c'est pas une histoire de gourmandise. C'est pas une histoire de gourmandise. C'est une question de neurobiochimie. Voilà. Il y a des neuromédiateurs qui fonctionnent pas de la bonne façon. Vous savez, dans notre corps, c'est extraordinaire. Tous les organes se parlent entre eux. Bon. L'estomac, quand il est vide, il sécrète une molécule qui s'appelle la gréline, qui va au niveau du cerveau, qui déclenche la sensation de faim. À l'inverse, quand il est plein, l'estomac, il déclenche la sécrétion de molécules qui, elles, vont déclencher la sensation de rassasiement. Pareil, au niveau du tissu adipeux, il y a la libération de molécules, entre autres la fameuse leptine, qui va au niveau du cerveau pour déclencher, dire c'est bon, maintenant le tissu adipeux il est en train de se développer, il faudrait peut-être se calmer sur la nourriture. Eh bien, on s'est aperçu que les personnes obèses avaient beaucoup de leptine dans le sang. On s'est dit, alors elles ne devraient jamais avoir faim, puisque c'est une molécule anorexigène. Certes, elles ont beaucoup de leptine dans leur sang parce qu'elles ont beaucoup de gras. C'est le gras qui fabrique la leptine, mais cette leptine, elle n'arrive pas à rentrer dans les cellules du cerveau pour y jouer son rôle anorexigène. Vous voyez ? Donc, il y a plein de mutations qui font que tout le monde n'est pas à égalité par rapport au poids dès la naissance. Alors, nous avons ce qu'on appelle un pondérostat, oui, qui est chargé de... Oui. De régler le poids et donc de régler poids, le comportement pour nous permettre d'avoir un poids stable. Il est situé où le pondérostat ? C'est dans la tête. Hein. D'accord. Tout ça, c'est dans la tête. Ah. Par exemple,
si vous avez un pondérostat qui est parfaitement réglé, vous mangez beaucoup pendant plusieurs jours parce que vous faites la fête, parce que voilà, ça vous régale, eh bien, intuitivement, instinctivement, votre corps va vous pousser les jours suivants à moins manger de façon à ce que vous reperdiez tout naturellement le ou les 2 kilos que vous aurez pris en une semaine. Eh bien, en fait, les personnes qui souffrent d'obésité ont un pondérostat qui est déréglé. C'est-à-dire qu'elles prennent du poids, mais le corps ne va pas réagir. Parce que moi, je suis toujours très étonnée quand je vois des patientes ou des patients qui pèsent 120, 130, 140 kilos. Je leur dis, mais vous ne vous êtes pas vu grossir ? Vous n'avez pas réagi ? Ben non, je ne me suis pas vu grossir. Vous n'aviez pas envie de manger moins quand vous mangiez trop ? Mais non, j'étais toujours attirée par la nourriture, voyez ? Et c'est encore une fois pas une question de gourmandise. Là, vous êtes en train de dire que finalement, on est obèse parce qu'on mange trop. Ça peut arriver. Mais c'est ça, là, c'est ce que vous venez de dire. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Mais là, vous avez parlé de nourriture. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ouais. On peut aussi prendre du poids parce qu'on ne bouge pas assez. Vous pouvez avoir quelqu'un qui mange équilibré, totalement sédentaire, il va prendre 1 kilo par semaine s'il ne bouge plus du tout, du jour au lendemain. Parce qu'il s'est fracturé quelque chose, parce qu'il a changé de boulot, il était très sportif avant, et il n'y a plus du tout aucune activité sportive, mais il va prendre 12 kilos par an. Vous voyez ? Donc, alors, les raisons sont multiples aussi, et il y a les raisons hormonales, qui concernent d'ailleurs beaucoup plus les femmes que les hommes. C'est pour ça que moi, je suis toujours très admirative qu'une femme arrive à garder un poids à peu près correct toute sa vie, parce que qu'est-ce qu'il y a d'obstacles tout au long de la vie qui pourrait l'inciter à prendre du poids ? Regardez, par exemple, la pilule. La pilule. Il y a des jeunes filles qui prennent du poids sous pilule. Voilà. Et quand je vois qu'une jeune fille a pris 6 kilos en 6 mois depuis que sa gynéco lui a prescrit une pilule, je lui dis retournez la voir, qu'elle vous prescrive une mini-pilule ou prenez autre chose, mais ça vous fait grossir. Les grossesses, moi je reçois des femmes qui ont pris 25 kilos à chaque grossesse. Avant, le poids était nickel. 60 kilos avant première grossesse. Elle prend 25. Elle en repère 10 à l'accouchement. Elle en garde 15. Déjà, plus 15. Deuxième grossesse, elle reprend encore 25 kilos et sans avoir forcément beaucoup mangé. Tout simplement parce que la grossesse est un orage hormonal et que les adipocytes, les cellules graisseuses du ventre, sont très sensibles aux hormones sexuelles et particulièrement chez certaines femmes qui y sont prédisposées. Donc si à chaque fois elle garde 15 kilos, 2 grossesses successives, elle a pris 30, eh bien elle est passée de 60 kilos à 90 kilos. Elle se retrouve en situation d'obésité et elle débarque dans notre service, voyez ? Et pourtant, elle n'y est pour rien. Ça a été les grossesses. Et puis, je ne vous parle pas de l'allaitement aussi. Il y a des femmes qui prennent beaucoup de poids au moment de l'allaitement parce que c'est la femme qui se lève la nuit. Donc, les nuits, elle n'en a plus pour allaiter le bébé. Parce que c'est la femme qui donne à manger dans la journée. Donc, elle s'oublie complètement, elle grignote. Et parce que c'est la femme qui n'a plus de loisirs parce qu'elle est recentrée sur l'enfant. Et à l'occasion de la journée mondiale contre l'obésité du 4 mars, j'ai invité Laurence Plumet, avec qui j'étais bien jusqu'à ce qu'elle me dise que je zozotais. Donc voilà, Laurence. On va s'arrêter là. On se connaît suffisamment, Philippe. Hein. Vous pouvez dire que non, alors c'est pas parce que j'ai un dentier. Hein, parce que non, c'est ça, c'est pas le dentier. C'est pas, mais ça viendra. Mais c'est parce que je porte un masque. Je ne m'étais pas rendu compte que ça me faisait zozoter. Mais avec la petite moustache, c'est trop mignon. Ben oui, je me suis rattrapée. On fait de la radio. On fait de la radio. En fait, je porte un masque, je vais vous dire la vérité. J'ai partagé ça avec tout le monde. En fait, c'est parce que, j'ai eu la grippe, donc j'ai mis un masque. Mais comme j'avais la grippe, je ne pouvais pas aller chez le toiletteur. Je ne pouvais pas aller chez le barbier. Donc, ce qui fait que c'est un peu n'importe quoi. Donc, je me dis, je mets un masque, comme ça, ils ne vont pas voir ce qu'il y a dessous. Donc, j'attends d'aller chez le barbier pour enlever mon masque. Comme quoi, et voilà. C'est de la coquetterie, mal placée. Oui. Bon, c'est pas le sujet ce matin. On parle de l'obésité, un petit peu des idées reçues qui concernent l'obésité, parce qu'il y a énormément d'idées reçues sur l'obésité, notamment beaucoup pensent que les obèses sont des gens qui mangent trop. Voilà. Mais oui. Et qui n'ont pas de volonté. Ça, ce sont les idées les plus couramment véhiculées. Oui. Donc, je viens d'expliquer que c'est faux, voilà. C'est complètement archaïque comme préjugé. Et que les causes de l'obésité sont multiples. Alors, tout à fait. Ce qui a changé et dont on parle beaucoup, ce sont les nouveaux traitements de l'obésité avec des nouvelles molécules. Alors déjà, quels sont les noms de ces molécules ? Il y en a qui sont plus ou moins récentes, d'ailleurs. Oui. Alors, ce sont des incrétines. Alors, l'incrétine, ce sont des molécules qui existent déjà naturellement dans notre corps, qui sont libérées par les cellules de la muqueuse intestinale quand nous mangeons. Ces molécules passent très rapidement dans le sang quand la nourriture arrive
pour ensuite arriver au cerveau et dire c'est bon, la nourriture est arrivée, on peut donc maintenant bientôt commencer à moins manger. Bien, et en même temps, ça va aussi au niveau du pancréas pour lui dire la nourriture arrive, il serait temps de sécréter de l'insuline pour réguler la montée de la glycémie. Bref. Alors au début, ces premiers médicaments, il y a 20 ans de ça, c'était l'Ozempic à l'époque. Qui existait déjà. Ouais. Mais tout à fait, était utilisé chez les diabétiques. Et pour justement réguler la glycémie, puisque ça fait sécréter de l'insuline. Et puis ils se sont rendus compte à l'usage que l'Ozempic faisait aussi maigrir les diabétiques. Ils se sont dit mais bon sang, pourquoi ? Et ils se sont rendus compte que ces médicaments diminuaient la sensation de faim. Donc les laboratoires se sont engagés dans cette recherche pour en faire des médicaments qui seraient uniquement dédiés aux personnes souffrant d'obésité et non pas diabétiques en surpoids, mais uniquement d'obésité. Et là, ça a été la course à l'échalote, avec le premier qui est sorti sur le marché qui s'appelait le liraglutide, connu sous le nom commercial de Saxenda, suivi ensuite du semaglutide, non commercial Wegovy, et du tirzépatide, non commercial Mounjaro. Voilà. Alors, ça, c'est le trio gagnant. Hein. Oui. Alors, ils sont tous en injection en sous-cutanée. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le faire sous forme de comprimé. Donc, ce sont des injections en sous-cutanée, soit tous les jours avec le Saxenda, soit une fois par semaine avec le Wegovy ou le Mounjaro. Voilà. Bien. Voilà. Alors, quelles sont les indications de ces médicaments ? Parce qu'il y a des indications qui sont très précises. Bien sûr, il ne s'agit pas de les prendre parce qu'on a 4 kilos à perdre. Ça s'adresse uniquement à des personnes souffrant d'obésité. Alors là-dessus, les indications ne sont pas encore très très précises parce qu'on voit un petit peu de tout comme chiffre. Je crois qu'il faut retenir néanmoins un IMC supérieur à 30. Donc on est dans l'obésité avec au moins une comorbidité associée. Oui, même IMC supérieur à 35. Qu'est-ce que vous appelez une comorbidité associée ? Diabète, hypertension, dyslipidémie, montée du cholestérol, foie gras, apnée du sommeil. D'accord, il faut les deux. Une au choix. L'IMC supérieur à 30, ça ne suffit pas. Non. Alors, il y en a même qui descendent à un IMC supérieur à 27. Bon, c'est pour ça que je dis ça flotte un peu, mais disons qu'on doit s'approcher de l'obésité. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'est pas fait pour la personne qui a entre 5 et 10 kilos à perdre et qui veut mettre son maillot de bain l'été sur la plage. Voilà, non. Pourquoi ? Parce que ce sont des médicaments. Et que comme tout médicament, il y a des effets secondaires. Et il peut y avoir des effets secondaires quand même qui sont graves. Bon, dans 80% des cas, ils sont bénins, nausées, vomissements, diarrhée, constipation. Et dans 5% des cas, un peu moins, ils peuvent être très graves, comme des pancréatites aiguës sur lithiase, parce qu'ils favorisent la formation de calculs dans la vésicule, ou des hépatites. Donc il faut bien se souvenir que ce sont des médicaments. Et ce médicament-là, il ne faut pas le considérer comme un médicament de confort. En fait... Ça c'est pour les personnes qui vont les acheter sur Internet parce qu'elles ont 10 kilos à perdre. Non, mais ça... Non. Bah, d'abord, aux États-Unis... Non, Laurence, oui, aux États-Unis... Aux États-Unis, ils sont fous. Mais attendez, il y a des gens qui les font venir des États-Unis en France. Hein. Mais ça c'est leur problème. Moi, je connais. Le jour où ils auront un problème de santé, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. C'est qu'il faut prévenir. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires. Et puis, il faut se rappeler aussi que le surpoids important et l'obésité doivent avoir une prise en charge médicale. Il faut être vu par un médecin. D'abord pour avoir un bilan sanguin, pour faire le tour complet de la santé du corps humain, une échographie pour voir s'il y a du foie gras, une étude du sommeil pour voir s'il y a des apnées. On ne s'improvise pas comme ça, tiens, je vais m'occuper de mon corps, tiens, je vais acheter le truc et je vais gérer ça toute seule. Mais pas du tout. Il faut gérer ça avec un médecin. Il faut rentrer dans un circuit qui vous prenne en charge. Je rappelle que c'est une maladie, l'obésité. Donc on ne prend pas ça à la légère, si j'ose dire. Maladie chronique. Oui. Ça se prend combien de temps, ces traitements ? Alors, les études qui ont été faites, parce que je rappelle que les études ont été faites sur des milliers de personnes à qui on a demandé, en plus de la prise de ces médicaments, de suivre un régime hypocalorique. Ah, mais il n'y a pas que le médicament. Ah non, c'est pas magique. C'est pas magique. Pas du tout. On obtient des résultats très intéressants, allant de 15 à 20% de perte de poids. C'est donc un chiffre très intéressant, mais à condition que la personne, en plus de ça, suive un régime contrôlé en gras et en sucre. Dans les études, ils étaient en moyenne à 1500 calories par jour, et avec une activité physique quotidienne et 3 fois du sport par semaine.
Voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là que la personne obèse, en plus de ce médicament, va arriver à une perte de poids conséquente de 15 à 20%. Voilà, sur une année. Alors, sur les un études an. ont Donc été faites sur un an. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre plus qu'un an. Alors, on peut. Les laboratoires ont étudié sur 2 années supplémentaires pour voir ce que ça donnait. En fait, c'est la première année qu'on perd. Ensuite, on a atteint un plateau. Il y a un palier, Oui. La personne peut continuer de prendre la même dose, elle ne perdra plus de poids. Par contre, si elle arrête son traitement au bout d'un an, dans 70% des cas, il y a une reprise de poids, quasiment à l'identique. Alors, c'est quoi la solution ? Alors, si au bout d'un an... Alors, la solution, je vais vous dire, les bonnes indications avec ce type de médicament, c'est quand on est pressé pour faire maigrir quelqu'un vite, par exemple, avant de l'opérer. On a souvent des obèses qui ont des sciatiques terribles et qui doivent avoir une chirurgie orthopédique. Mais le chirurgien va dire, moi, je ne peux pas l'opérer si la personne n'a pas perdu 20 kilos. Vous voyez ? Alors, dans ce cas-là, on va lui donner une molécule qui va lui permettre de perdre 20 kilos en un an. Ça, elle pourra être opérée. On a aussi des obèses qui ont une insuffisance rénale et qui sont en hémodialyse, en attente de greffe. Eh bien, le service va leur dire, on ne vous fera pas de greffon tant que vous n'aurez pas perdu 20 kilos. Eh bien, dans ce cas-là, on va à ce moment-là soit les opérer, soit leur donner un médicament. Mais si vous voulez, pour traiter l'obésité, jusqu'à présent, on avait que la chirurgie. Moi, je travaille dans un service en collaboration avec nos chirurgiens, qui sont des gens remarquables, et on fait de la chirurgie bariatrique. Bon, jusqu'à présent, c'était la seule solution, avec la sleeve ou le bypass, qui permettait de perdre 20, 30, 45... Moi, j'ai eu un patient qui pesait 200 kilos. Il a perdu 100 kilos en un an. Il n'y a qu'avec la chirurgie qu'on peut arriver à ça. Sauf que maintenant, on a ces médicaments. Mais qu'est-ce que ça change dans la prise en charge, justement, des patients en situation d'obésité ? Qu'est-ce que ça change dans leur prise en charge ? Dans la façon dont vous faites votre métier, vous. Est-ce que finalement... on a une fenêtre de tir supplémentaire. C'est pas plus facile de prendre ces médicaments-là que de se faire une chirurgie ? Il y a des indications totalement différentes. D'abord, il y a des contre-indications à la chirurgie. Si vous avez des gros problèmes cardiovasculaires, vous n'êtes pas forcément opérable. Donc la chirurgie a ses contre-indications. Et dans ce cas-là, on est bien content maintenant. Donc tout le monde n'est pas opérable, d'accord. De pouvoir, on est content maintenant de pouvoir disposer de ce type de médicaments qui donnent des résultats proches de la chirurgie. Mais, comme vous venez de le pointer, très justement, on voit que le médicament, ça n'est qu'un effet transitoire. Ça ne dure que le temps où on le prend. Mais vous êtes la première qui me dit ça. Mais voilà. Je pense que le message n'est pas passé. Les gens, ils pensent que c'est définitif. Pas du tout. Quand on arrête, on reprend. Parce qu'en fait, le médicament, qu'est-ce qu'il fait ? On n'en a pas parlé de ce qu'il faisait, le médicament. En fait, il agit à plusieurs endroits. D'abord, il va agir au niveau de l'estomac. Il va ralentir la vidange de l'estomac. Donc, l'estomac se vide beaucoup plus lentement. Comme il reste longtemps plein, la personne est vite rassasiée. Vous voyez, elle est rassasiée plus longtemps et elle éprouve moins le besoin de manger 2 ou 3 heures après le repas parce qu'il n'a toujours pas été évacué de l'estomac. Ensuite, ça agit au niveau des centres de rassasiement et de satiété du cerveau. Et donc, ça calme l'envie de manger. Moi, par exemple, quand j'ai un patient qui mange beaucoup, qui est hyperphage, qui se resserre à table, qui mange beaucoup, qui a encore faim 2 heures après, ou qui grignote en permanence, ou, comme le sont beaucoup de femmes, attirées par le sucre. Il y a des femmes qui ont des compulsions sucrées, qui grignotent du sucre toute la journée. Ces médicaments sont très efficaces là-dessus, sur ces comportements. Voyez ? Donc ça diminue, alors là, du jour au lendemain, enfin, j'exagère en disant du jour au lendemain, mais très rapidement, je dirais qu'en 1 semaine, elles sentent déjà une différence au niveau des comportements. Elles sont plus attirées par le sucre, elles n'ont plus envie de grignoter entre les repas, et elles sont très vite calées quand elles mangent. Vous voyez ? Elles ressentent des sensations qu'elles n'avaient pas ressenties depuis bien longtemps. Et alors, moi, il m'est arrivé, bien sûr, déjà depuis que ces médicaments existent, d'en prescrire. Mais attention, tout le monde ne réagit pas de la même façon non plus. Parce que quand je l'essaie, avant de penser à la chirurgie bariatrique, j'attends de voir comment la personne va réagir à ça. Vous avez 20% des gens chez qui ça ne fait rien du tout. Rien. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de poids. Rien du tout. On ne sait pas pourquoi, mais ils ne perdent pas de poids. Déjà, ça peut arriver. Et honnêtement, si la personne perd moins de 5% de son poids en 6 mois de traitement, c'est pas la peine de continuer. On arrête. Voilà. Parce que les études montrent que quand la perte de poids se fait au début, ça augure d'une bonne perte de poids sur l'année. Par contre, si la personne ne perd pas de poids dès le début, c'est pas la peine de continuer. Donc, il y a des gens déjà qui sont résistants à l'action de ces médicaments. Ensuite, vous avez des personnes qui réagissent très mal. Moi, j'ai une patiente
elle est sous Saxenda, une pure merveille. Elle avait 10 kilos de trop, elle a réussi à les perdre. Mais attention, ça lui a donné envie de refaire du sport, parce qu'en les ayant perdus, elle se sent plus légère. Ouais. Donc elle refait du sport qu'elle ne faisait pas avant. Ça lui a donné envie de manger plus de légumes qu'elle ne le faisait avant, parce qu'elle sent que c'est une chance. Elle n'a pas envie de revenir à ses démons d'autrefois. Vous voyez ? Donc ça a changé ses comportements. Et on en a discuté toutes les deux. Et je lui ai dit, on arrive bientôt à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, vous avez atteint un poids qui me semble correct et je pense que vous êtes d'accord avec ça aussi. Elle en est d'accord. Alors je lui dis, ce que je vous propose, c'est qu'on diminue les doses progressivement. Et comme vous avez pris l'habitude maintenant de manger sainement et de faire beaucoup de sport, je pense que tout ceci vous évitera de reprendre du poids. Vous voyez ? Ça se passe dans d'excellentes conditions. À côté de ça, j'ai eu une autre patiente à qui j'ai prescrit ce genre de médicaments. Ça s'est très bien passé pendant 3 semaines. Et à la 3e semaine, des diarrhées, mais cataclysmiques. Du coup, elle a eu peur. Elle a arrêté, mais je la comprends, parce que ça pouvait la prendre en pleine réunion. Enfin, bon, donc on s'est arrêté. Vous voyez ? Ça, donc, c'est le côté glamour des choses. Mais bien sûr, Laurence. mais c'est la réalité, c'est la réalité. Donc moi, en qualité de médecin, je fais pas attention à ces choses-là. Je suis pas dans le glamour, en qualité de médecin. Donc si elle m'exprime son désarroi en me disant c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, je dis on arrête. C'est pas ce qu'il vous faut. Vous voyez ? Donc chaque personne est un cas particulier et ça se discute avec les médecins. Avec le docteur Laurence Plumet, qui est notre invité le 4 mars, c'est la journée mondiale contre l'obésité. Comment est-ce que vous expliquez l'inflation d'obésité aujourd'hui, Laurence Plumet ? Alors c'est très simple. En fait, on bouge de moins en moins, ça c'est clair. Toutes les études le montrent. On bouge de moins en moins. On mange autant, voire même plus, ou en tout cas mal. Trop gras, trop sucré, j'apprends rien à personne, l'ultra transformé qui est partout. Bon voilà, donc excédent de gras et de sucre. Et on dort de moins en moins. On ne parle pas assez du manque de sommeil qui est en train de s'installer dans le quotidien des gens. La mauvaise qualité du sommeil favorise l'obésité ? Complètement, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui est en manque de sommeil chronique, bon imaginons, allez, moi je vois, si vous voulez, moi, le constat que mes patients me font quant à leur sommeil, il n'est pas du tout le même d'il y a 20 ans et maintenant. Il y a une vingtaine d'années, quand les patients me disaient « je me couche tard », c'était minuit. Maintenant, ils me disent « je me couche tard », c'est 2h du matin. C'est effrayant de voir comme les gens gâchent leur sommeil. Ils sont là avec leur smartphone dans le lit et je scrolle, et je scrolle, et je scrolle, et le temps passe. Oh mince, il est 1h du matin. Et comme les écrans émettent une lumière bleue qui est très excitante pour le cerveau, ils vont mettre 1h30 à s'endormir après avoir éteint le smartphone. Donc ils ne vont pas s'endormir avant 2h. Alors pourquoi ? Et s'ils se lèvent à 7 parce qu'il faut aller bosser, ça ne fait que 5 heures de sommeil par nuit alors qu'il en faut 8. Alors je rappelle que le manque de sommeil, c'est la porte ouverte à la prise de poids. Pourquoi ? D'abord parce qu'on met le cerveau en stress. Tout cerveau en stress fait libérer du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est bien connue maintenant et qui favorise le développement de la graisse abdominale profonde. Voilà. Ensuite, quand on est fatigué, on ne bouge pas. Bah oui, si on n'a pas bien dormi, on n'a pas du tout envie d'aller faire du sport et on va s'économiser dans la journée. Donc on va économiser des calories. Et enfin, le manque de sommeil donne envie de manger des féculents, du pain et du sucre, du chocolat, etc. Donc vous voyez que le manque de sommeil, ça fait faire du gras, ça fait bouger moins et ça fait manger plus de sucre. Donc manque de sommeil égale prise de poids très rapide. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite très intéressante. Ils ont pris des volontaires, des jeunes volontaires. Ils les ont fait dormir que 4 heures la nuit pendant 4 jours. Et ensuite, buffet ad libitum pour voir les comportements. Eh bien, ils ont bien vu que les comportements étaient les jeunes se jetaient sur les féculents, sur le pain, sur les sucreries. Eh bien, ils ont pris 4 kilos en une semaine. Bien. Et c'est à ça que sert la napso. Ah ben tout à fait. Napsothérapie, parce qu'effectivement, il y a une dimension sommeil dans la prise de poids, mais c'est vrai que le corps fait le ménage la nuit avec des sécrétions d'hormones. Mais tout à fait. Déjà, il se détoxe la nuit. Les neurones se nettoient la nuit, et de 1. Et de 2, effectivement, on réinitialise beaucoup de fonctions, y compris les fonctions cognitives. Mais vous savez, moi, en consultation, quand j'ai une personne qui est en surpoids, je ne commence pas par l'alimentation, je commence par le sommeil. À quelle heure vous vous couchez ? À quelle heure vous vous réveillez ? Est-ce que vous vous réveillez fatigué ou pas ? Et moi, je lutte contre le manque de sommeil gratuit. C'est-à-dire, franchement, la personne qui gâche son sommeil, bêtement, elle laisse passer le temps le soir. Il faut se coucher avant minuit.
avant minuit. Le sommeil le plus récupérateur, il est avant minuit. C'est lui qui vous donne la pêche pour le lendemain. Donc au plus tard, 23h, minuit, mais au plus tard. Donc je commence par ça. Je leur demande de retravailler leur sommeil pendant une semaine de façon à ce qu'ils sentent que l'énergie revient. Ensuite, la semaine suivante, je leur demande d'augmenter leur activité physique, mais ils le font avec plaisir parce qu'ils ont la pêche. Et ensuite, la 3e semaine, je leur demande de manger équilibré. Mais quand ils mangent bien et qu'ils bougent plus, ils n'ont aucun mal à manger plus équilibré. Alors que la plupart de mes confrères se jettent d'abord sur la prescription de régime. Or, si vous dites à quelqu'un « arrêtez de manger sucré et bougez plus », mais que vous ne vous êtes pas intéressé au sommeil, vous passez à côté de l'essentiel. Parce que si cette personne est fatiguée, premièrement, elle ne fera jamais le sport qu'on lui demande de faire. Et si vous lui demandez de ne pas manger sucré alors qu'elle en a très envie, elle ne le fera jamais. 73% des personnes en situation d'obésité déclarent avoir été victimes d'agressions. Il existe ce qu'on appelle la grossophobie en forte augmentation. Il y a même ce qu'on appelle une grossophobie institutionnelle aujourd'hui. Pourquoi pour vous c'est important de parler de grossophobie ? D'abord, je voudrais la dénoncer. Parce qu'une personne qui est en situation d'obésité, elle n'est pas bien dans son corps, elle n'est pas bien dans sa tête. Elle doit lutter contre 20, 30, 40 kilos qu'elle porte tous les jours. C'est une souffrance physique, elle est essoufflée, elle a des problèmes de santé, puis elle n'est pas bien dans sa tête. Elle n'aime pas son corps, elle s'autodéprécie. Alors si en plus on lui renvoie le miroir de la personne obèse, sans volonté, gourmande, du genre tu l'as bien cherché, tu n'as que ce que tu mérites, je ne vous raconte pas les dégâts que ça fait psychologiquement. Bon, il y a même des freins à l'embauche à cause de ça. Oui, non, mais c'est terrible. Or, tout ceci... Oui, ça peut être un handicap pour accéder à l'emploi, alors même si ça ne se dit pas... Vous dites le mot important, handicap. Même si ça ne se dit pas... Ah, mais tout à fait. Mais tout à fait. Alors que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes obèses que je reçois. J'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'admiration. Parce que je peux vous assurer que la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour ces personnes, qu'elles se battent. Moi, la plupart des personnes qui sont en situation d'obésité, toute leur vie, elles ont suivi des régimes. Toute leur vie. Il ne faut pas croire qu'elles se sont laissées aller. Elles ont suivi des régimes qui les ont fait maigrir. Ensuite, forcément... Tout régime sévère est destiné à être arrêté parce que c'est pas suivable longtemps. Donc ensuite elles arrêtent, elles reprennent les kilos et elles en reprennent plus. C'est le classique yo-yo pondéral. Qu'est-ce que vous voulez faire à ça ? Donc elles ont changé leur morphologie, mais on peut pas leur en vouloir de se jeter sur le dernier régime à la mode qui vient de sortir en se disant peut-être que cette fois-ci c'est la bonne, sans se rendre compte qu'elles abîment leur corps et que ça les pousse à grossir au contraire. Donc c'est un combat permanent. Et ça, les grossophobes ne se rendent pas compte de ça. Voyez ? Donc au contraire, moi j'estime que ce sont des personnes qui ont beaucoup de courage, qu'il faut aider, et je dirais même plus que derrière chaque obèse se cache un athlète. Je vais vous dire pourquoi. Parce que à l'hôpital, nous faisons beaucoup d'impédance-métrie. L'impédance-métrie, c'est une technique qui permet d'évaluer la masse grasse et la masse musculaire. Et je me rends compte que les personnes qui souffrent d'obésité ont une masse musculaire extrêmement importante, aussi bien dans le haut du corps que dans le bas du corps. Et vous voyez, c'est logique en fait. Elles portent tous les jours 30 à 40 kilos supplémentaires. Je peux vous assurer qu'elles ont des jambes en béton et elles sont extrêmement musclées. Il y a juste un peu trop de gras autour de toute cette masse musculaire. C'est pour ça que je leur dis, il y a un athlète en vous, moi je vais vous aider à perdre ce gras, mais courage, courage. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et il y a toujours des solutions. Et quand nous avons aidé ces jeunes filles ou ces hommes ou ces femmes obèses à perdre 30 ou 40 kilos, ma plus belle récompense, c'est de les voir en face de moi, presque les larmes aux yeux, de ces personnes qui me disent « Mais ça y est, merci, vous m'avez offert une deuxième chance. Je redébute une nouvelle vie. » Vous voyez ? Vous m'avez appris un mot tout à l'heure, l'applicature. Oui, alors ça c'est une opération. Oui, l'applicature endoscopique, c'est en fait une technique que l'on va destiner à des hommes ou des femmes qui ne relèvent pas de la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire qui ont un IMC inférieur à 35. Je rappelle que la chirurgie bariatrique, pour que ce soit pris en charge par l'assurance maladie, ça doit être entre 35 et 40 d'IMC avec au moins une comorbidité ou supérieur à 40 sans comorbidité. Ce sont des critères qui sont très précis. Ce sont les seules conditions avec lesquelles l'assurance maladie prend en charge finalement les coûts. Ça ne coûte rien finalement à la personne qui se fait opérer, à la différence de ces traitements médicaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui eux coûtent très cher.
On est entre 200 euros, 170, 200 euros par mois pour les moins chers, jusqu'à 300, 400 euros par mois. Et c'est pas pris en charge par l'assurance maladie. C'est pas pris en charge par l'assurance maladie, en tout cas pas pour le moment. Je sais que les laboratoires ont fait des demandes pour la prise en charge, mais ça va coûter très très cher à l'assurance maladie. Je crois qu'il y en avait un il y en a un qui a pas longtemps. Oui, alors il y a le liraglutide qui est tombé un peu dans le domaine public, et il y a fort à parier qu'il soit accessible à des prix bien plus faibles. Mais attention. Ça fait 2500 euros par an, quoi. Voilà. Au minimum. C'est le prix d'une chirurgie bariatrique, sauf que la chirurgie bariatrique, c'est à vie, quoi. Une fois qu'on vous a fait un estomac plus petit, vous le gardez toute votre vie. Donc, vous ne reprenez pas de poids. Après l'opération, vous en perdez beaucoup, vous n'en reprenez que si vous ne suivez pas les conseils, que si vous vous mettez à grignoter sucré et à redevenir sédentaire. Là, évidemment, vous allez reprendre du poids, mais vous n'avez pas joué le jeu. La chirurgie, ça suffit pas. C'est pas magique. Mais dans tous les cas de figure, que ce soit médical ou la chirurgie, il faut de toute façon changer ses comportements. Il faut revenir à une alimentation plus saine. Il peut y avoir des écarts, bien sûr, mais une alimentation plus saine. Et puis surtout, il faut bouger tous les jours et faire du sport. Plicature, voilà, le nouveau mot. Oui, alors l'applicature, c'est donc pour les personnes qui ne sont pas suffisamment en surpoids pour mériter une sleeve. Et donc, ça n'est pas un chirurgien qui intervient, mais le médecin gastro-entérologue qui, avec son endoscope, va à l'intérieur de l'estomac. Et là, il fait de la couture. Il rassemble les plis de façon à diminuer le volume à l'intérieur de l'estomac. Et donc, la personne a moins faim. Mais ça n'est pas une solution définitive, puisqu'au bout de 6 mois, en général, les agrafes cèdent. Donc, petit à petit, l'estomac reprend son volume. Et voilà, donc ça n'est qu'une situation transitoire. En général, c'est souvent la première étape avant que la personne se fasse opérer. Ce sont les gens qui ont un petit peu peur de passer direct à la sleeve. Ils ne sont pas encore suffisamment gros et donc ils essaient ça. Non, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que à la classique prescription de changement du comportement alimentaire, invitation à la pratique du sport, et maintenant, ce que je martèle tout le temps, bon sommeil, on a maintenant tout un arsenal thérapeutique différent dans lequel on peut aller piocher en fonction de la situation de la personne. Contexte de santé, âge, contre-indication ou pas. Maintenant, on commence à avoir le choix pour proposer la solution qui paraît la plus adaptée. On est à un tournant dans la prise en charge de l'obésité. Oui. Laurence Plumet, je rappelle que vous avez créé votre propre école de napsothérapie. Alors, ce sont des cours en ligne. Oui, c'est une formation qui se fait par correspondance sur 9 mois. Qui n'est pas forcément destiné à des professionnels de santé, mais aussi à des non-professionnels de santé qui sont très investis, qui ont envie d'utiliser le métier de napsothérapeute pour venir en aide aux autres et aider les autres justement à changer leur comportement dans les 3 domaines, nutrition, activité physique et sommeil. C'est donc un métier de prévention. Voilà. Et en fait, il a beaucoup de succès parce que la prévention, en France, on ne la fait pas assez. Et toutes ces personnes qui sont en situation d'obésité, si elles avaient rencontré un napsothérapeute il y a quelques années, elles seraient peut-être restées à un surpoids très modéré, peut-être même qu'elles auraient maigri encore un peu plus avant de tomber dans l'obésité. C'est pour ça que j'ai lancé cette nouvelle formation et ce nouveau métier. Prévention. C'est quand la prochaine promo ? Alors la prochaine promo, c'est au mois d'avril. Ah oui, c'est bientôt, oui. C'est bientôt, effectivement, c'est au mois d'avril. Ça dure 9 mois à distance, avec la remise du diplôme de napsothérapeute en décembre. Bien. Et je rappelle, Laurence Plumet, que vous avez publié Le Monde Merveilleux du Gras aux éditions Erol. Alors là, on apprend énormément de choses sur le gras. Donc vous êtes Madame Gras. C'est bien fait, vous l'avez bien cherché. Mais je le prends comme un compliment. Non, mais c'est un compliment. Vous êtes la spécialiste du gras en France. Merci Philippe. Merci d'avoir été avec nous. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que ça fait depuis 30 ans que je lutte contre le surpoids et l'obésité. C'est ma passion. J'y dédie complètement mon activité professionnelle. Et c'est vrai que vous avez raison de dire que je suis parmi les personnes qui connaissent le mieux les problématiques de poids et d'obésité en France. C'est vrai. Oui, et c'est moi qui le dis, donc comme ça. Non, merci, c'est pas vous gentil. qui le dites. Non, c'est pas moi, mais c'est une passion que j'ai. J'ai toujours voulu aider les personnes en surpoids. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Laurence Plumet d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.